voilà, je pense que vous voyez mes slides à l'écran. Oui. Donc, je suis, comme indiqué par Brigitte, Fabrice Bosc, responsable environnement et éco-industrie d'ITERG. Et donc, je vais vous parler de trois sujets ce matin. Donc, le contexte de l'affichage environnemental. Je vous parlerai aussi de l'évaluation environnementale par analyse du cycle de vie. Et nous verrons comment relier l'évaluation environnementale à l'affichage environnemental. L'ITERG est le centre technique des producteurs et transformateurs de corps gras. Nous avons une mission d'accompagnement de cette profession dans différents domaines, le domaine de la nutrition, la santé, la biochimie des lipides. Donc comprendre l'impact nutritionnel de l'ingestion des corps gras. Nous menons des études du type acide gras et cancer, acide gras et obésité, acide gras et vieillissement cérébral. Nous travaillons beaucoup sur les questions de qualité et sécurité des produits. Donc nous développons des méthodes d'analyse des constituants des corps gras, donc les constituants majoritaires, mais aussi les constituants minoritaires, et puis aussi les contaminants qui peuvent être apportés, notamment les pesticides par la phase de production agricole des graines oléagineuses. On travaille beaucoup sur les procédés, donc meilleure compréhension des procédés actuels. On n'a pas forcément encore tout compris, notamment à quelle étape précise du raffinage va pouvoir être éliminé tel ou tel pesticide. Et puis aussi construction des procédés de demain dans une logique de décarbonation de l'industrie. Alors non seulement les procédés d'obtention des corps gras, mais aussi les procédés de transformation des corps gras, donc pour la production de molécules et de matériaux biosourcés, notamment en remplacement des produits pétrosourcés, dans une logique de développement de l'économie de la chimie verte. Et enfin, l'activité dont je m'occupe, l'activité environnement et éco-industrie, d'accompagnement des industriels à la gestion environnementale des sites de production, et puis également donc toutes les questions qui sont liées à l'évaluation environnementale. J'anime aussi un réseau mixte technologique dit EcoVal, donc qui regroupe des experts en environnement de différents instituts techniques agro-industriels et aussi de CRIT. Donc les instituts techniques agro-industriels sont liés à des filières agro-industrielles. Les CRIT vont mailler un territoire régional donc, et être en lien avec l'ensemble des industriels de ce territoire pour les accompagner, notamment sur les questions de transfert. Et nous avons aussi des équipes de recherche de l'INRAE, donc sur toutes les questions d'évaluation. On va travailler sur les questions de développement méthodologique de l'évaluation environnementale, le développement de bases de données, relier la dimension environnementale, la coupler avec d'autres approches, l'approche sociale, l'approche économique, l'approche nutritionnelle, territoriale, les questions d'externalité environnementale, toutes les questions d'information aux consommateurs. Et on va travailler aussi sur le développement de démarches et d'outils opérationnels pour accompagner l'industrie agroalimentaire dans le domaine de l'éco-conception, dans le domaine de la performance opérationnelle globale, et puis aussi dans toutes les questions de performance sociétale, notamment à travers les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, nous menons du transfert, donc notamment sous forme d'opérations collectives. Le contexte de l'affichage environnemental, donc il a commencé, bon déjà un enjeu environnemental important dont il faut prendre compte, donc qui est lié donc à l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de l'activité d'alimentation. Donc on considère que le secteur agricole, enfin les secteurs agricoles et le secteur agroalimentaire est à l'origine de 25% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Donc c'est relativement important, mais néanmoins, c'est aussi le seul secteur où l'on peut jouer à la fois sur trois leviers de lutte contre le changement climatique. Donc la réduction de ces émissions, elles sont importantes, donc il y a des gains aussi importants, des gains potentiels importants en termes de réduction. Il y a toute cette question de substitution des ressources fossiles que j'ai évoquées précédemment à travers le développement de procédés de décarbonation, et notamment de chimie verte. Donc,
produire des énergies renouvelables à partir de biomasse, notamment par la valorisation des déchets et coproduits de l'agro-industrie en méthanisation, et aussi, peut-être surtout même, le stockage du carbone à la fois dans les sols et puis dans la biomasse. Donc on se retrouve face à un double défi à l'échelle mondiale pour l'alimentaire, donc agir face à l'urgence climatique et la détérioration des écosystèmes, mais en même temps, la mission, c'est aussi de nourrir une population mondiale croissante et qui entend donc manger à sa faim sur toute la surface du globe, tout en préservant donc les ressources naturelles. Alors, comment réduire l'impact environnemental de la consommation? Il y a deux leviers d'action ont été identifiés. Donc, il y a l'approche dite produit, donc à travers l'éco-conception, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Donc, connaître l'impact environnemental des produits et des activités de production pour pouvoir les réduire. Donc c'est un premier levier. Et il y a un second levier qui est l'approche consommateur. Informer le consommateur, le guider dans ses actes d'achat. C'est le sujet par lequel je vais commencer. Et notamment, il y a un contexte déjà, il y a eu un peu plus de 10 ans, donc une première expérimentation de l'affichage environnemental pour les produits de grande consommation avait eu lieu donc dans la dynamique du Grenelle de l'environnement. Donc ces textes de loi prévoyaient donc une information environnementale sur les caractéristiques globales du couple produit-emballage et une expérimentation d'un an à partir du 1er juillet 2011, donc des expérimentations basées sur effectivement le cycle de vie des produits de grande consommation. Donc des affichages environnementaux, il y en a certains qui existent, et notamment celui-là, vous le connaissez, je pense celui-là, il est intéressant de le citer, parce que je pense que vous reconnaissez ce visuel, donc vous savez comment il fonctionne. Donc il a déjà marché sur un des premiers leviers d'éco-conception, enfin de réduction de l'impact environnemental, qui est celui de l'information du consommateur. Vous le reconnaissez et vous savez comment l'interpréter. Et puis, il a agi aussi en matière d'éco-conception, justement, parce que les producteurs d'appareils électroménagers se sont mis à produire des appareils de moins en moins énergivores, si bien qu'il a fallu revoir ce visuel donc au fil du temps, parce qu'au début, c'est des catégories A+, A++ et A3+, n'existaient pas. Donc en fait, ça a marché sur les deux objectifs de l'affichage environnemental, donc l'information du consommateur et l'action auprès des acteurs économiques pour les engager dans des démarches d'éco-conception. Néanmoins, on était quand même sur un périmètre beaucoup plus simple. Nous étions seulement, dans ce cas-là, à l'origine, uniquement sur les consommations d'électricité de l'appareil durant sa phase d'utilisation. Donc l'expérimentation l'affichage environnemental tel que je vous l'ai décrit précédemment à travers déjà les objectifs du Grenelle était quand même sur un périmètre beaucoup plus large, parce qu'on veut s'intéresser à l'ensemble des impacts environnementaux du produit tout au long de leur cycle de vie. Alors, il y a eu cette expérimentation en 2011 qui a assez bien marché. Il y a une dynamique qui s'est créée, et notamment 168 entreprises ou groupements d'entreprises ont participé à cette initiative. Et le secteur agroalimentaire a été assez bien représenté, parce qu'il y a eu 70 projets qui concernaient l'agroalimentaire. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'affichage, donc des informations assez précises. Donc, le CTCPA avait travaillé avec Bonduelle pour donner l'impact environnemental donc d'une boîte de petits pois, donc avec des informations assez précises, donc des données. Donc les 100 grammes de boîte de petits pois correspondaient à 94 grammes d'émissions d'équivalent CO2. Et puis donc pareil, ces 100 grammes de petits pois correspondaient à une consommation d'eau de 0,9 litres. Il pouvait y avoir d'autres types d'affichage
comme pour ce jus de raisin, où là, on nous parle d'indice environnemental. Donc, on est déjà sur un score unique. Donc, on agrège différents indicateurs environnementaux. On nous dit que l'indice environnemental de ce produit est de 2,6% pour 100 grammes de produit. Quelques autres exemples, on avait travaillé dans le secteur des corps gras sur la production dans le cadre de cette expérimentation toujours, la production de valeurs de référence pour les huiles de colza et les huiles de tournesol. Donc donner des valeurs qui soient représentatives de la production à l'échelle nationale. On avait couvert à l'époque 70% de la production nationale. Donc, on avait donné des valeurs de référence donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de consommation d'eau. Pour les huiles non conditionnées, donc utilisables en tant qu'ingrédient dans d'autres procédés de formulation, ou l'huile conditionnée, donc telle que le consommateur peut la trouver dans le linéaire du magasin. Donc, c'était des valeurs de référence que se sont appropriées les industriels, notamment Le Sueur avec communiquer à travers son impact environnemental de leur marque commerciale Fleur de Colza, en disant qu'effectivement, que de par les démarches d'éco-conception qu'ils engageaient, l'impact environnemental du produit Fleur de Colza était légèrement plus faible que la valeur de référence nationale. Et les margarines Saint-Hubert oméga 3 se sont aussi appropriés ces éléments, et donc pour les margarines Saint-Hubert oméga 3. Et c'est assez intéressant parce que des fois, là, on voit ce produit, donc l'impact environnemental de 100 grammes de margarine conditionnée en 250 grammes et en 500 grammes. Donc on voit déjà à travers ces résultats l'impact du conditionnement, et on voit que quand on optimise le ratio, le couple produit-emballage, on peut baisser l'impact environnemental du produit. Il y a eu d'autres initiatives plus régionales, notamment là j'ai repris des exemples qui avaient été présentés dans un colloque de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, et donc notamment Aqualand. Donc, c'était lancé dans cette expérimentation, donc avec le calcul de l'impact environnemental des produits de truites fumées. Donc là aussi, on a des informations, des données, donc l'impact environnemental de 100 grammes de produits en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'eau, en termes de biodiversité aussi, est assez difficile à évaluer. Et puis aussi donc une description des principales pistes d'éco-conception qui sont engagées par l'entreprise pour réduire cet impact environnemental. Un autre exemple aussi régional, donc les vignerons du Buzet s'étaient engagés dans cette dynamique aussi. Donc une information environnementale aussi, des données pour 100 ml de vin, donc des données chiffrées en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'eau, de biodiversité aussi, et puis une description des actions d'éco-conception qui sont engagées aussi pour réduire cet impact environnemental, notamment par l'allègement du poids des bouteilles, l'intégration de bouchons synthétiques, des systèmes de réutilisation, notamment des casses en bois pour intensifier l'usage. Donc voici quelques exemples. Il y a eu un bilan qui a été remis au Parlement de cette expérimentation. Il est toujours accessible sur Internet. Et notamment, j'ai extrait quelques conclusions. Donc, ce bilan qui avait été remis au Parlement en septembre 2013 précise que le socle méthodologique nécessaire à l'affichage environnemental reste à parfaire dans certains secteurs de grande consommation, notamment agricoles et agroalimentaires, et qu'il faudra engager avec les parties prenantes une réflexion importante sur le format du futur affichage afin de veiller, selon les termes du législateur, à une information environnementale sincère, objective et complète. Et donc le format devra être à la fois lisible, simple et différenciant, tout en permettant une comparaison facile au sein d'une même catégorie de produits. Cela, c'était l'expérimentation de 2011. Une nouvelle loi est apparue l'année dernière, donc la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc, qui a été publiée au journal officiel en février 2020, qui prévoit un nouveau dispositif d'affichage environnemental, basé également sur l'analyse du cycle de vie. Donc les dispositifs seront précisés par décret après une expérimentation
qui est actuellement en cours et dont nous parlera Natacha tout à l'heure. Donc on est déjà dans la mise en œuvre de cette loi, qu'une nouvelle loi apparaît, un projet de loi plutôt, donc qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le mois dernier, et donc c'est passé dans les mains du Sénat, donc le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Donc ça prévoit de rendre obligatoire par décret, notamment pour les produits. Donc l'article 1er de cette loi, de ce projet de loi, concerne l'affichage environnemental. Il est prévu de le rendre obligatoire par décret pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires suite à une expérimentation. Donc l'information doit tenir compte de l'ensemble des impacts environnementaux et en particulier ceux liés aux émissions de gaz à effet de serre, d'atteinte à la biodiversité et de consommation d'eau. Cet affichage doit notamment faire ressortir donc l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des biens et services, et l'affichage doit prendre en compte les externalités environnementales des systèmes de production évalués scientifiquement. Donc nous sommes dans une actualité législative, donc on reviendra sur ces notions d'affichage environnemental au cours de la matinée. Alors, pour cela, on a beaucoup déjà parlé d'analyse de cycle de vie, et il nous est paru important, avec Brigitte, de revenir sur ces notions pour bien comprendre les enjeux par rapport à l'affichage environnemental, même si c'est parfois, parce qu'il y a un groupe qui est constitué, et je sais que ce matin en auditeur, il y a beaucoup de participants au projet Ecocaïna, donc ça va leur paraître un peu d'érudite, cette partie qui concerne l'approche de l'évaluation environnementale par analyse de cycle de vie. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que l'industrie agroalimentaire est une industrie de transformation de matières agricoles, qu'elles soient végétales ou animales, en produits alimentaires, donc conditionnés, assez élaborés, des produits relativement simples comme l'huile ou des plats cuisinés. Donc ça, c'est le processus classique. Et on va le regarder ce matin sous un angle un peu particulier. On va le voir comme un système donc composé de procédés, d'utilités, de stockage, de transport, dans lequel rentrent des flux, des ressources, donc des matières premières, mais aussi pas que, enfin, des auxiliaires de fabrication, des fluides, de l'énergie, de l'eau, et dans lequel ressort différents systèmes, différents produits, différents flux. Si tout va bien, il y a des produits finis qui sortent de ce système, mais pas que. Il y a aussi d'autres matières qu'on va appeler déchets, coproduits, sous-produits. Il va y avoir des fluides, des eaux usées, des rejets gazeux, du bruit. Et tous ces rejets et ces prélèvements vont impacter des sources, en termes de ressources naturelles, vont impacter des milieux, vont impacter aussi la santé et les écosystèmes. Il y a différents types d'impacts environnementaux. J'en ai présenté quelques-uns sur cette slide. Bon, le plus connu, c'est le réchauffement climatique. On en parle beaucoup parce qu'il y a un enjeu important. On parle d'urgence climatique, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'épuisement des ressources, notamment des ressources non renouvelables. Il y a aussi les phénomènes d'eutrophisation, les phénomènes de toxicité, d'écotoxicité, d'acidification, de destruction de l'ozone, des phénomènes d'oxydation photochimique, et puis aussi, même si on a du mal à l'évaluer, donc l'impact sur la biodiversité. Alors, ce cycle de vie, à quoi il correspond exactement? Donc, on peut décliner, décomposer un produit alimentaire donc, en fonction de ces différentes étapes de production, d'utilisation et de fin de vie, en reprenant la production agricole, donc les matières premières agricoles qui ont contribué à sa composition, et même en allant plus en amont que ça sur la production
des intrants agricoles, du matériel agricole, des engins qui peuvent passer sur les cultures. Et puis, on va s'intéresser donc à cette production agricole, cette phase de transformation des matières premières agricoles, toutes les phases de stockage et de transport qu'il peut y avoir, la phase de distribution du produit, la phase d'utilisation du produit chez le consommateur, les phases de conditionnement, bien évidemment, la phase avant la consommation, les phases de fin de vie de l'emballage et peut-être aussi, dans certains cas, du produit alimentaire. Dans l'approche cycle de vie, on va s'intéresser à l'évaluation environnementale et donc essayer de décomposer pour l'ensemble de ces étapes les ressources non renouvelables et renouvelables qui ont été utilisées, les identifier, les quantifier et aussi s'intéresser donc aux différents sortants de ce système, de l'ensemble des étapes de ce cycle de vie, émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants dans différents milieux, et puis aussi génération de déchets. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la qualité écologique du produit. Alors, il va falloir passer de ces étapes de l'identification, de ces différentes étapes du cycle de vie du produit, à de la quantification de différents indicateurs environnementaux. J'en ai simplement choisi 4 sur cette slide. Donc souvent, c'est une forme de représentation ici des résultats d'ACV sous forme d'histogrammes. Souvent, on compare le produit considéré à une situation de référence. C'est plus facile pour l'interprétation. On va déterminer l'impact global du produit pour ces différents indicateurs environnementaux et on va évaluer la contribution relative des différentes étapes du cycle de vie à cet impact global à partir de l'inventaire des ensembles des flux entrants et sortants des différents systèmes considérés pour les convertir en impacts environnementaux. Et donc, je vais devoir décomposer tout cela. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une boîte de petits pois. Donc, je vais décomposer l'ensemble du cycle de vie, production, utilisation, fin de vie. Et je vais aussi déterminer à ce moment-là le niveau de granulométrie que je souhaite à mon étude selon les objectifs de cette étude, parce que on peut faire une analyse de cycle de vie pour une multitude de raisons et on ne la mènera pas de la même façon selon les objectifs que l'on s'est fixés. Et donc, on peut être relativement précis et essayer de descendre à l'échelle de l'opération unitaire, et puis donc identifier et quantifier les flux intrants et les flux sortants de chacun de ces systèmes pour être en capacité de convertir cet inventaire de cycle de vie en impacts environnementaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode parce qu'on n'a pas le temps en une demi-journée, mais toujours est-il que ça nous permet de quantifier les impacts environnementaux, notamment des productions agricoles. Donc là, pour simplifier l'interprétation, j'ai simplement exprimé les résultats en émissions de gaz à effet de serre. J'ai repris des données qui sont dans la base Agribalyse, une ancienne version de la base Agribalyse. On va revenir aussi sur Agribalyse au cours de la matinée. Et donc là, on voit l'impact environnemental donc, de la production d'1 kilo de différents produits agricoles exprimés en émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que selon cette évaluation, il y a certains produits qui ont un impact relativement faible et que d'autres ont des impacts plus élevés, notamment certains produits carnés, mais pas que, parce qu'on voit que le riz aussi a un impact non négligeable, et donc notamment l'agneau qui a un impact relativement fort par ce système d'évaluation. Donc on peut le faire pour les productions agricoles, on peut aussi le faire pour les produits alimentaires. Donc là, je vous ai mis aussi simplement en émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact environnemental et la répartition plutôt des impacts environnementaux en fonction des principales étapes du cycle de vie de 3 produits, l'huile de tournesol, le foie gras et les vins de Bourgogne-Beaujolais. Avec aussi les données brutes, les résultats en fait d'ACV, ils s'expriment,
on les représente souvent sous forme graphique, mais en fait, ils s'expriment en données chiffrées. Donc, vous avez ici les résultats pour l'huile de tournesol, donc les fameuses valeurs de référence dont je vous parlais précédemment. Donc on voit que pour l'huile de tournesol, un produit végétal, on a là somme toute un profil assez classique pour un produit végétal, donc une phase agricole qui représente à peu près 70% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ensuite les autres principales étapes, donc qui se répartissent globalement en 10% chacune. Pour le foie gras, on a aussi un profil assez classique pour un produit issu de la production animale, donc autour de 90% de l'impact de la production agricole, et donc d'autres impacts, les étapes post-production agricole, donc avec des impacts forcément beaucoup plus faibles. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est pour le vin de Bourgogne-Beaujolais, on a un profil qui n'est pas du tout celui de l'huile de tournesol, on est pourtant sur une production végétale. On a un fort impact de l'étape de conditionnement et un fort impact de l'étape de distribution. Donc profil assez atypique, on n'est plus dans la logique de 70% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la production agricole. Ça s'explique pour deux raisons. D'abord, on conditionne le vin dans des bouteilles en verre, donc il y a un impact assez fort de la production de ce verre. On utilise aussi beaucoup de verre pour conditionner 75 centilitres de vin. Donc ça, cet impact-là. Et puis il y a aussi l'impact de la distribution, et notamment certains modes spécifiques de distribution. On est sur les vins de Bourgogne-Beaujolais, qui inclut le Beaujolais nouveau, avec aussi ce Beaujolais nouveau qui est commercialisé. Donc on commercialise le vin de l'année, il me semble que c'est le 3e jeudi du mois de novembre de l'année de la vendange, en fait. Et donc en cas de vendange tardive, donc le vin est acheminé donc aux quatre coins du monde par fret aérien, ce qui explique l'impact relativement important de cette phase de distribution. On a travaillé donc au sein du RMT Ecoval sur le développement de méthodologies d'analyse par ACV, donc à l'échelle de filières, et notamment pour des filières sous signe de qualité. Donc on avait travaillé dans le cadre de ce projet ANR sur trois filières, donc l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, les vins AOP de Beaujolais et de Bourgogne, et le fromage, le comté. Donc le projet allait au-delà de l'évaluation environnementale, on était dans une évaluation de la durabilité, mais pour ce faire, on a développé cette méthodologie d'évaluation environnementale, donc à l'échelle de la filière. Et donc, ce sont les résultats que je vais vous présenter ce matin pour bien que vous compreniez le fonctionnement de la méthode, donc à travers les résultats justement des vins de Bourgogne et de Beaujolais. Donc, différentes AOP ont été prises en compte donc sur ce territoire. On s'est intéressé donc à la production donc de l'ensemble de la filière, donc en hectolitres de vin. On s'est intéressé à l'activité de la filière pendant une année, pendant une campagne en fait, donc de la production des raisins, et donc ça correspond à la campagne viticole de 2011-2012 à partir de données collectées auprès de 17 entreprises jugées représentatives de ce territoire. Donc les différentes étapes de fabrication du produit, bon, vous les connaissez, donc la production du raisin, la transformation du raisin en vin, son conditionnement, plus souvent en verre, même si on s'intéresse de plus en plus à d'autres types de conditionnement et de distribution, la distribution du produit et bien évidemment sa consommation n'apparaît pas ici la fin de vie. Et ce qui est intéressant, donc on retrouve effectivement aussi ici, à travers le périmètre, la chaîne de valeur du produit, mais comme nous étions aussi dans une logique d'approche filière, en fait on s'est intéressé à tout ce qui est environnement proche de la filière, donc tout ce qui n'est pas directement lié au flux de matière, mais aussi tous les flux d'eau de service, et notamment l'impact environnemental qui peut être généré par les organisations appartenant à la filière, mais
n'intervenant pas directement dans la chaîne de production. Et donc, voilà un exemple d'inventaire de cycle de vie qui a été généré. Là, donc c'est pour les étapes de vinification et d'élevage du vin. Voici le type de données qu'on va collecter. Donc, pour produire ce type d'analyse environnementale, il faut des données d'activité de la production, donc les quantités de produits générés, donc notamment en termes de raisin de cuve, les consommations d'énergie et de fluide à différents niveaux, les différents intrants. Et donc là, on va aller sur un niveau de précision assez important, parce que bon, il faut identifier l'ensemble des intrants œnologiques et surtout les quantifier, parce que dans cette liste, certains peuvent peut-être avoir un impact environnemental non négligeable, même s'ils sont utilisés à très faible quantité. L'objectif, ça va être d'être dans une logique de rechercher au maximum l'exhaustivité, en fait. Et donc, on va s'intéresser aussi aux intrants, mais aussi aux sortants, donc notamment les volumes des effluents, les transports, les coproduits qui sont générés. J'ai d'autres exemples aussi à travers l'étape de conditionnement. Pareil, on va s'intéresser, donc, comme on ramène généralement les résultats au kilo ou au litre de produits, les quantités générées, les énergies, eau, les différents intrants, donc avec le plus c'est pareil, avec un niveau on va chercher à être le plus précis possible, les différents emballages utilisés, les déchets générés, et évidemment les différents transports générés pour acheminer le produit jusqu'au consommateur. Donc voilà la synthèse des flux des produits, donc de la production agricole aux produits finis, avec aussi l'évaluation des différentes pertes de matière et aussi l'usage qui est fait des différents déchets et coproduits et les modes de valorisation. C'est intéressant de les prendre en compte, notamment l'activité de la distillerie et les coproduits qui peuvent être générés. Et là, on est dans une logique déjà d'économie circulaire, donc des produits qui viennent en substitution de synthèse. Donc on est déjà dans une logique d'impact évité. Et donc voici les résultats pour l'ensemble de cette filière des vins de Bourgogne et du Beaujolais. Donc là, on a pris différents indicateurs environnementaux. On a beaucoup là. En général, on évite de faire une interprétation avec autant d'indicateurs environnementaux. C'est un peu compliqué à interpréter. Et donc, on s'aperçoit que il y a un impact qui est lié à la viticulture, notamment sur l'eutrophisation marine, en particulier qui est lié donc aux engrais azotés qui sont utilisés, et puis aussi aux engins agricoles, donc aux consommations d'énergie des engins agricoles, qui impactent notamment en diminution des ressources fossiles. On a aussi un impact de la phase de conditionnement, aussi sur différents indicateurs environnementaux, pour les raisons que j'ai évoquées, l'utilisation du matériau vert pour le conditionnement du produit, et puis aussi la phase de distribution, aussi, qui a un impact non négligeable sur différents indicateurs. Alors là, il y a du fret routier, et puis il y a aussi le fret aérien que j'ai évoqué précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact de la consommation avec ici des impacts négatifs, ici, des impacts évités. Alors on les a mis sur l'étape de consommation. Là, ça va être l'effet du recyclage du verre, en fait. Et on l'a attribué non pas à l'étape de conditionnement, mais à l'étape de consommation, car ces impacts évités sont directement dépendants du comportement du consommateur. Si le consommateur ne fait pas le choix de trier ses déchets et de rapporter donc la bouteille vide dans un conteneur spécifique, il ne peut pas y avoir de recyclage
de ce verre. C'est pour ça qu'on l'a attribué à cette étape. Et on voit déjà que on se retrouve quand même sur des impacts évités qui ne sont pas négligeables. Et donc là, ce sont les résultats globaux de l'étude. On peut s'intéresser à certains aspects, à certaines étapes ou activités spécifiques de l'ensemble de cette filière, ce qu'on appelle des analyses de sensibilité. Et c'est ce qui va donner aussi des informations d'aide à la décision quand on s'engage dans des démarches notamment d'éco-conception. Et donc là, on s'est intéressé donc à l'influence de la prise en compte de la distribution des vins par avion. On l'a évoqué tout à l'heure. Et donc là, on a deux comparaisons. Donc la situation de référence, donc c'est la distribution des vins avec transport en avion inclus. Donc c'est l'impact global de la filière tel que je vous l'ai présenté précédemment. Et là, ici en rouge, on a retiré justement ce transport par avion pour voir comment ça contribuait. On voit effectivement que le transport par avion a un impact non négligeable, notamment de l'ordre de 35%, enfin 30-35% sur les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur d'autres indicateurs environnementaux. Voilà, donc ça c'est une information qui est importante à transmettre à la filière et donc en fonction de ça, ils peuvent aussi éventuellement faire des choix et modifier certaines pratiques. Mais ça après, ça leur appartient. Et puis on a fait d'autres analyses de sensibilité. Alors là, j'ai mis un petit visuel là ici parce que on a réduit un peu l'échelle. Donc on est passé on part pas de zéro, on a agrandi un peu pour s'intéresser donc au matériel promotionnel. Effectivement, notamment cette opération du Beaujolais nouveau qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'il y a aussi donc des efforts promotionnels qui sont mis en œuvre par les organisations professionnelles, d'où l'importance de les prendre en compte quand on fait une évaluation à l'échelle d'une filière. Et on s'est intéressé donc effectivement à cet impact spécifique du matériel promotionnel. Donc là, en vert, on a exclu le matériel promotionnel de l'analyse, et en bleu, il a été ajouté. Et on voit que, bon, somme toute, on est sur de l'ordre de, on est sur de 3%, de 3, peut-être 4 ici. Voilà, 4% en plus. Donc, bon, c'est pas excessivement important, c'est pas négligeable non plus. Donc c'est aussi une information à transmettre à la filière. On s'est intéressé à d'autres aspects. Donc les déplacements domicile-travail des salariés. Alors toujours pareil, on a grossi ici. Hein. Et donc on peut se poser la question, parce qu'il y a encore beaucoup en Bourgogne-Beaujolais de vendanges manuelles. Donc on peut s'intéresser à l'impact environnemental de ces vendanges manuelles, notamment le transport en voiture des vendangeurs. Et somme toute, donc là en orange, on a les trajets salarié domicile-travail exclus, et on a rajouté ces trajets domicile-travail des salariés ici en rouge. Et on voit que bon, on aurait pu s'attendre, moi je pensais que ça aurait été un peu plus important que ça. Et somme toute, c'est pas si important que ça dans l'impact global de la filière. Donc ça, c'est aussi une information intéressante pour les décideurs de cette filière. Donc voilà, c'est ce que je m'autorisais à prendre un peu d'eau. Donc voilà comment on mène une évaluation et comment on va pouvoir intégrer ces informations d'aide à la décision dans une démarche d'éco-conception. Alors qu'est-ce que l'éco-conception? Ça consiste, c'est une démarche préventive qui permet de réduire les impacts environnementaux d'un nouveau produit. On veut concevoir un nouveau produit, ou on veut améliorer un produit existant. Et donc, on va réduire les impacts tout au long du cycle de vie. On va chercher à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, mais tout en conservant ses qualités d'usage. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à tout driver selon la dimension environnementale. On va intégrer la dimension environnementale dans les critères classiques d'aide à la décision en matière d'innovation. Ce sont les critères que vous connaissez, hein, le coût, les qualités du produit. Et quand je parle
des qualités au pluriel, je pense dans l'agroalimentaire, les qualités organoleptiques, les qualités sanitaires, la faisabilité technique et bien évidemment les attentes du marché. Et donc l'objectif, ça va être de réduire l'impact environnemental global du produit. Et donc l'intérêt aussi d'associer une démarche d'évaluation environnementale multicritère dans une logique de cycle de vie à une démarche d'éco-conception, ça va nous permettre de contrôler les éventuels transferts d'impact. Et il peut y avoir deux types de transferts d'impact en matière d'éco-conception. C'est le transfert d'un impact environnemental d'une étape du cycle de vie à une autre. Alors, par exemple, j'ai pu, en supprimant ou en réduisant fortement tel ou tel intrant de la phase agricole, réduire l'impact environnemental de la phase agricole, mais néanmoins, ça fait que je suis obligé de rajouter une étape de traitement thermique chez le consommateur, par exemple. Et donc, globalement, j'ai abaissé à une étape, mais j'ai augmenté à une autre. Donc, ça permet de le mettre en évidence. Ou autre type de transfert d'impact, ça va être l'impact d'un indicateur environnemental à un autre indicateur environnemental. J'ai peut-être réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais la modification de l'itinéraire technique que j'ai provoqué fait que finalement je suis amené à consommer plus d'eau en global. Donc, pour la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, j'ai différents leviers à ma disposition. Et donc, souvent, on s'appuie sur les stratégies définies par la roue de Brézet. Donc, s'intéresser aux matériaux. Donc, et réduire les quantités de matières, choisir des matériaux dans une logique que les gens qui sont dans une démarche de RSE connaissent bien, d'approvisionnement durable ou de consommation responsable. Donc, interroger ses fournisseurs et se poser la question, effectivement, tout en conservant notamment les qualités d'usage, essayer de déterminer des intrants avec le plus faible impact environnemental, réduire la quantité entrante, essayer de faire mieux avec moins, intensifier l'usage, optimiser le processus de production, optimiser aussi le couple produit-emballage, la durée de vie du produit et de son emballage, limiter l'impact durant l'utilisation, optimiser la fin de vie du produit et de son emballage, et puis passer sur de nouveaux concepts, notamment peut-être intégrer des notions d'économie de la fonctionnalité, même si ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre dans l'agroalimentaire, mais c'est peut-être là qu'on peut aussi avoir les gains environnementaux les plus significatifs. Donc, cette démarche d'éco-conception, elle peut être mise en œuvre à différents niveaux, à l'échelle d'une entreprise, par l'analyse. C'est une démarche qui peut être faite en totale autonomie, ou on peut se faire accompagner pour cela. Donc, analyse des performances de l'entreprise, ses points forts, ses points faibles, ses projets d'innovation, positionner l'entreprise justement sur cette chaîne de valeur pour voir quels sont les impacts en amont et en aval, élaborer des projets à différents niveaux d'éco-conception, donc sous forme de brainstorming, et passer sur une évaluation, je dirais, économique, technique et environnementale de ces différents projets pour sélectionner ceux qui sont les plus pertinents et puis en fonction des projets sélectionnés, passer sur une phase de mise en œuvre. Donc voici ici, j'ai un exemple qui me paraît intéressant aussi, que j'ai repris, qui avait été présenté à un colloque de la Chambre de commerce et d'industrie en 2017. Il est assez intéressant parce qu'il couvre l'ensemble du cycle de vie. C'est la production de yaourts artisanal. Et donc là, ils ont essayé de chercher à réduire l'impact environnemental du produit yaourt, donc en travaillant à différents niveaux, donc déjà au niveau de la production du lait, en sélectionnant
des exploitations, donc sur des critères, donc notamment sélectionner des critères des entreprises, des exploitations qui étaient à haute valeur environnementale du niveau 3. Donc, alors, je sais qu'il y a tout un débat aussi sur ces critères HVE. Ça pose aussi toute la difficulté d'avoir, quand on s'engage dans une démarche d'éco-conception, avoir les bonnes informations d'aide à la décision pour guider ces choix. Donc recherche effectivement dans ce cas-là d'exploitation à plus faible impact environnemental, aussi dans une démarche aussi de réduction de l'impact de transport et essayer d'avoir une production le plus locale possible. Être aussi dans une démarche pas uniquement environnementale, mais aussi de plus juste rémunération de tous les acteurs de la chaîne de valeur, réduction des emballages et optimisation du tri, intensifier l'usage en mettant en place des systèmes de conditionnement réutilisables et consignés, l'optimisation de la distribution, et puis aussi travailler sur le format, unité de vente consommateur. Initialement, on était sur un format de 125 grammes, et en fait, justement, de par l'écoute consommateur, enfin, ils ont pris conscience que 125 grammes, c'était trop. En fait, souvent, l'ensemble du pot de yaourt n'était pas consommé et ça générait du gaspillage alimentaire. Donc, accepter d'abaisser, de vendre moins, en fait, de produits et travailler aussi sur l'impact environnemental de l'emballage primaire, travailler sur du carton ou du verre recyclable. Donc là, la situation d'avant et la situation d'après, notamment passer sur une unité de vente plus faible, et donc les efforts qui sont menés notamment en termes de production agricole et au niveau des emballages. Donc là, c'est un exemple à l'échelle de l'entreprise. D'autres exemples aussi, je reviens sur ce qui a été mis en œuvre dans la filière et sur l'intérêt aussi d'avoir ces valeurs de référence. Je reviendrai sur ces notions de valeurs de référence au cours de la matinée. Donc, ça a permis d'avoir un T0 en fait et d'évaluer ensuite les actions d'éco-conception qui peuvent être mises en œuvre pour la production d'huile végétale par la réduction des engrais, la mise en place de fournitures d'énergie renouvelable, notamment des chaudières biomasse alimentées par les coques issues du décortiquage des graines de tournesol, la réduction du poids des emballages et l'utilisation de matériaux recyclés pour le conditionnement de l'huile. Pareil pour les margarines Saint-Hubert, donc travailler sur le choix des matières premières, essayer de réduire les quantités de matières premières animales dans la formulation de la margarine et travailler sur l'impact de l'emballage, réduction du poids des emballages, l'optimisation. D'ailleurs, je pense qu'il y a un conditionnement qui existe maintenant en 725 grammes, il me semble, augmentation de la contenance des barquettes, donc, et l'utilisation aussi de matériaux biosourcés pour le conditionnement du produit alimentaire. Donc là, c'est à l'échelle de l'entreprise. Il y a aussi des démarches collectives. Certains présents ce matin le savent bien. Donc à travers le projet Cocaïna qui est piloté par la ANA, qui engage donc une dizaine de filières, les ODG d'une dizaine de filières de Nouvelle-Aquitaine, dans une démarche collective d'éco-conception, donc à partir de l'analyse de l'existant, l'évaluation des impacts des produits de la filière pour travailler ensuite sur la proposition d'amélioration de la performance, donc travailler sur des pistes d'éco-conception qui seront évaluées pour identifier les plus pertinentes et ça permettra après, ça donnera des informations d'aide à la décision donc aux ODG pour préparer en fait l'avenir. Donc c'est un projet ambitieux qui a commencé fin 2019 et qui se terminera en 2022. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la démarche d'évaluation environnementale et d'éco-conception. Donc il me reste du temps.
pour vous parler donc de comment le lien qu'il y a entre évaluation environnementale et affichage environnemental. Donc, il y a eu cette dynamique de l'affichage environnemental issu du Grenelle. Je vous ai parlé en introduction rapidement de l'expérimentation qui avait eu lieu sur 1 an à partir de juillet 2011. Il n'y a pas eu que cette expérimentation, il y a eu aussi toute une dynamique, notamment à travers la plateforme ADEME-AFNOR. Donc il y a eu toute une gouvernance qui s'est mise en place avec des différents groupes de travail, des groupes de travail transversaux, des groupes de travail sectoriels, pour réfléchir donc aux méthodologies à utiliser, au format d'affichage, à la construction de bases de données, je vais y revenir. Donc il y a eu une concertation avec aussi une recherche de consensus en fait entre les différentes parties prenantes. Donc c'était des réunions qui étaient ouvertes. Et donc, on verra à travers l'exposé de Natacha tout à l'heure qu'on a retenu une autre forme de gouvernance pour l'expérimentation qui est actuellement en cours. Il y a eu des référentiels qui sont issus de ces travaux, donc un référentiel transversal pour l'ensemble des produits ou services, quels qu'ils soient, c'est de BPX 323 de mémoire, des référentiels sectoriels par catégorie de produits. Il y avait 16 catégories de produits de grande consommation qui avaient été définies. Ça partait des produits alimentaires jusqu'aux instruments de musique, en passant aussi par des services, notamment les services hôteliers, et des référentiels sectoriels par catégorie de produits alimentaires. Donc certains ont été validés, café, produits laitiers, spiritueux, d'autres n'ont pas été validés, notamment justement de par cette l'absence de consensus. Et donc l'ensemble de ces documents donc, sont encore disponibles donc, sur Internet, vous pouvez les retrouver. Et là, je vous présente l'exemple du référentiel produits laitiers. C'est intéressant de le montrer parce que tout à l'heure, je vous montrerai le référentiel européen. Et donc, on voit, bon, c'est un document de 25 pages à peu près. Donc, qui est, quand on voit le sommaire du document, on voit qu'à l'époque, on était très centré sur l'évaluation environnementale par ACV dans le cadre de cette dynamique d'affichage environnemental. Les efforts portaient sur la définition des règles méthodologiques d'évaluation environnementale, et notamment les règles d'allocation entre produits et coproduits, les modalités de prise en compte de la fin de vie des produits. On va voir, je pense à travers l'exposé de Natacha tout à l'heure, que la préoccupation s'est un peu déportée. Et puis, il y a eu néanmoins des réflexions sur les formats d'affichage. Bon, ça n'a pas vraiment abouti. Il y a eu des réflexions, effectivement, est-ce qu'on part sur un score unique, une note environnementale ou un indice numérique avec bon, des échelles A, B, C, D, E. Donc il y a eu des réflexions sans forcément qu'il y ait un lien entre ces réflexions et une mise en œuvre expérimentale. Et donc ça, c'était l'initiative nationale française qui a permis d'initier néanmoins un projet, une initiative à l'échelle européenne d'une toute autre ampleur. Donc il y a une grosse dynamique ces 10 dernières années à l'échelle européenne, notamment avec l'élaboration d'une méthodologie générale, donc la PEF, et la production aussi de référentiels spécifiques par catégorie de produits ou secteur industriel, donc dans le but de simplifier la mise en œuvre de la méthodologie générale et de favoriser la comparabilité au sein d'une même filière. Et il y a différents référentiels qui ont été élaborés. Alors, tous n'ont pas abouti. Hein. Là, je vous ai mis listé les référentiels qui concernent l'alimentaire. Donc certains ont été validés, d'autres pas. Il y a des travaux ont été suspendus pour la viande notamment,
en raison aussi de dissensus liés aux questions d'adéquation produit, coproduit. Et puis aussi, on est allé sur la production d'un référentiel plus spécifique sur la vente de produits aux consommateurs, donc qui donne pas mal d'informations pour évaluer la phase de distribution et d'utilisation du produit. Et là, je vous montre l'exemple du fameux référentiel Dairy Products, donc des produits laitiers à l'échelle européenne. Donc on voit que, bon, je vous ai mis le sommaire, donc on voit qu'on est sur un document d'une toute autre ampleur, puisqu'on est à plus de 150 pages, ou avec une description assez fine de la méthodologie pour différents types de produits laitiers. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement le référentiel, on a aussi, dans ces documents, inclus d'autres éléments, notamment des fichiers Excel avec des inventaires de cycles de vie. Donc ça nous donne des profils environnementaux de référence pour différents produits. Donc ce sont des documents, dans leur globalité, qui sont assez riches et assez utiles pour la mise en œuvre de démarches d'évaluation environnementale. Et donc, ce qui est mis en place, ce sont donc des méthodes simplement. Après, savoir, ça ne donne pas la solution pour calculer. Et donc, l'objectif maintenant, c'est nous, notamment en tant qu'Institut technique agro-industriel et CRIT, c'est de faciliter la mise en œuvre pour les acteurs économiques des filières alimentaires. Et c'est donc de mettre en place des calculateurs pour rendre autonome les industriels dans ce type de démarche et surtout abaisser le coût de production de ces évaluations, parce que vous imaginez bien que derrière la production d'une évaluation environnementale par un CV, il y a un coût. Et donc notamment, Actalia travaille actuellement sur un outil de calcul pour les produits laitiers, donc qui est basé sur le référentiel européen que je vous ai présenté précédemment. Et nous avons produit, donc à l'initiative du CRIT agroalimentaire là, de PACA, celui-ci, donc dans le cadre d'un projet européen, donc différents référentiels pour les eaux embouteillées, l'huile d'olive aussi, différents calculateurs basés sur les référentiels européens, pardon, donc pour l'eau embouteillée, l'huile d'olive et aussi le vin. Donc ces référentiels, ces calculateurs existent. Et donc, revenons à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc la base de données. Il nous faut effectivement, pour faire de l'affichage environnemental, il nous faut des méthodes, des outils de calcul et il nous faut des données. Et est sortie assez récemment la base Agribalise dans sa version 3.0. Donc, qui se présente comme étant la base de données de référence de l'impact environnemental des produits agricoles et agroalimentaires. Et donc, l'originalité de cette base, c'est qu'elle est calée sur la nomenclature que vous connaissez, la nomenclature SICAL, dans la base de composition nutritionnelle des aliments de l'ANSES. L'objectif, c'est de faire converger les enjeux nutritionnels et environnementaux. Et l'objectif de cette base, ça a été de donner une information environnementale pour chaque aliment référencé dans la base SICAL de l'ANSES. Donc, à l'époque, dans la version précédente de la base SICAL, il y avait seulement il y avait 2800 produits. Maintenant, il y en a un peu plus de 3000 dans la version de 2020. Et donc, l'objectif n'a pas été complètement atteint, mais c'est quand même une belle performance. Il y a eu 2497 références environnementales pour les 2807 références de la base SICAL. Donc, Agribalise existait avant cette base des produits alimentaires dans la dynamique du Grenelle de l'environnement. Donc il y a eu déjà une base Agribalise, mais qui concernait, c'est ça que je vous en ai présenté quelques résultats tout à l'heure, qui concernait les productions agricoles. Donc, et on avait aussi dans cette dynamique travaillé donc, au sein du RMT Ecoval sur le projet Acilia qui visait à caractériser l'impact environnemental des opérations unitaires de transformation agroalimentaire. Donc à l'époque, on était dans une logique de production et non de
consommation. Et c'était une base qui est construite donc, à partir de collecte de données d'activité, notamment en partenariat avec les instituts techniques agricoles et agro-industriels, tandis que la base, la nouvelle version, la version 3.0, on est dans une logique consommation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la production française, mais sur ce qu'il y a dans l'assiette du consommateur, qui peut être en partie des produits importés. Et c'est une base qui est construite non pas à partir de données primaires d'activité, mais de données qui sont issues déjà de bases de données préexistantes. Donc, pour bien vous montrer la différence, c'est que là, j'ai décrit un peu l'élaboration des versions précédentes de la base Agribalise, à l'époque où c'était une base agricole. En fait, donc il y a eu des conventions qui ont été menées, notamment des partenariats entre l'ADEME, l'INRAE et puis différents instituts techniques agricoles pour construire ces données pour différents itinéraires techniques agricoles de production végétale et de production animale. Donc essayer d'être représentatif de la production à l'échelle nationale, essayer d'être le plus précis, le plus représentatif possible. Du coup, ben, il y a un manque d'exhaustivité, c'est-à-dire que toutes les productions agricoles ne sont pas couvertes, et ce sont des démarches qui sont longues, qui sont assez onéreuses. Même chose pour le travail qu'on avait fait sur les opérations unitaires en agro-industrie, à travers le projet Acivia, où là, on était aussi sur une démarche où on a pu produire pour certains secteurs des données d'opérations unitaires, mais c'est un travail assez long, qui est certes précis, assez représentatif, mais qui ne couvre pas l'ensemble des secteurs. Donc, Agribalise V3, la version 3.0, c'est une base où il y a du coup des simplifications qui ont été effectuées, notamment en termes des mix de consommation. Il y a eu des proxys qui ont été utilisés aussi pour produire cette base. Il a fallu faire des choix. Quand on n'avait pas de données, il a fallu utiliser la donnée d'un autre produit. Et puis, on a simplifié les procédés de transformation. Et puis aussi, les recettes qui ont été utilisées ne sont pas les recettes industrielles, mais les recettes du fait maison, en fait, qui sont les recettes de l'ANSES. Et il y a eu des simplifications aussi sur le packaging, sur les transports, et une non prise en compte du gaspillage alimentaire. Donc la base donne une information environnementale pour 14 indicateurs environnementaux, donc qui sont aussi agrégés sur un score unique. Et donc c'est une base, il y a différentes versions de la base, des versions simplifiées facilement accessibles, des versions plus détaillées mais qui sont accessibles pour des experts, parce que ça nécessite l'utilisation de logiciels d'ACV. L'objectif, c'est de favoriser l'information du consommateur et l'éco-conception des produits alimentaires. Et donc là, les scores, je vous ai parlé de 14 indicateurs environnementaux, ils sont issus de la méthodologie PEF que j'évoquais, la méthodologie européenne, avec un calcul d'un score unique. C'est-à-dire qu'on agrège des indicateurs environnementaux qui sont avec des unités différentes, donc on passe d'une approche multicritère à une information monocritère, et donc on normalise, on agrège avec des facteurs de pondération des indicateurs environnementaux pour arriver à un score unique. Comment a été construite la base? Donc à partir de production agricole, à partir de procédés industriels, et aussi à partir de recettes pour les produits tels qu'on les trouve dans l'assiette du consommateur. Et ce qui est assez intéressant, c'est de s'intéresser donc aux proxys qui ont été utilisés. C'est-à-dire que quand on n'avait pas de valeur précise, on prenait une valeur qui s'approchait. Par exemple, on n'avait pas de données pour la rillette de porc, donc on a pris une donnée qui correspond au pâté. Là, on nous dit effectivement, donc les responsables de la base nous disent que pour les 2497 données de production de produits alimentaires dans la base finale, en fait, il n'y a seulement que 46% qui correspondent à des valeurs exactes. Le reste, ce sont des proxys, notamment pour les différents
qualité de tranches de jambon blanc, et ben derrière tout, il y en a une dizaine, ben derrière cela, il y a exactement la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier en fait les différentes qualités de jambon. Par exemple, et ben, derrière la donnée lapin, en fait, c'est pas une donnée lapin, c'est une donnée poulet qui a été utilisée. Donc il y a un certain nombre de proxys comme ça qui ont été utilisés dans cette base dont on cherche à l'améliorer. Voici comment elle peut se présenter, cette base. Donc vous pouvez la regarder sur Internet, hein. Vous avez donc le fameux score unique et donc la contribution des différentes étapes du cycle de vie donc à ce score unique, la contribution des ingrédients et puis aussi les valeurs des différents indicateurs environnementaux. J'avais prévu d'autres présentations de cette base, mais je vais passer rapidement pour vous dire que cette base, mais je pense que Natacha y reviendra, contient aussi des données sur les productions agricoles. On parle beaucoup de la version alimentaire de la base, mais il y a aussi des données de production agricole, notamment plus récemment des données qui sont sur les productions issues de l'agriculture biologique, et notamment des données qui sont spécifiques à l'alimentation animale. On reviendra tout à l'heure sur ce débat sur cette base certainement, mais je vais vous parler aussi du score unique avant de terminer mon intervention. On en parle beaucoup de cet éco-score. C'est une initiative qui est de différents acteurs du numérique, de donner une information environnementale sur des produits à travers une échelle A, B, C, D, E. Donc, dans l'objectif de guider le consommateur et impliquer les industriels dans des démarches de réduction de l'impact environnemental. Comment ça fonctionne, cet éco-score? Donc, ça part des données de la base de données Agribalise, donc le score unique, qui peut vous donner une information environnementale. Là, pour l'exemple du riz moyen, ils ont créé cette échelle donc, qui est basée sur une échelle logarithmique en fait, de classement des produits du moins impactant au plus impactant en 5 catégories. Donc, par exemple, le score Agribalise donne pour le riz une note de 77 sur 100, donc la catégorie B. Et à ce score environnemental issu d'analyse de cycle de vie a été rajouté des indicateurs complémentaires sous un système de production. Donc, est-ce qu'il y a des labels ou pas? Est-ce qu'il y a un approvisionnement local ou pas? Est-ce qu'il y a une politique environnementale ou pas dans les pays producteurs? Est-ce qu'il y a une circularité de l'emballage? Est-ce qu'il y a des espèces menacées au cours de l'itinéraire technique? Et ça donne des bonus-malus au score Agribalise. Par exemple, pour le riz moyen, donc de catégorie B, score B, en fait, si le riz a été importé et est conditionné avec des matières plastiques, il a du malus, donc il est déclassé en C. Et par contre, si c'est une production locale, il est conditionné en carton, il est classé, il a du bonus, il est classé en A. Voilà, donc c'est ce principe de rajouter des indicateurs complémentaires aux résultats d'ACV qui sont donnés par la base Agribalise. C'est utilisé, vous pouvez déjà effectivement, Yuka, que vous connaissez, donne un score environnemental avec à côté du score nutritionnel qui existait déjà depuis quelques années. Voilà, j'ai été rapide et j'ai déjà dépassé mon temps. Tout ce que j'ai dit, peut-être trop rapidement, en 1 heure, il est développé, c'est un peu plus développé donc dans un article qu'on a rédigé avec différents partenaires pour la revue IAA, donc en septembre-octobre de 2020. Et donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir davantage, je peux mettre à disposition cet article. Et je suis désolé Brigitte, j'ai dépassé mon temps. Non, vous avez été parfait Fabrice. Merci beaucoup pour votre intervention qui était effectivement dense en contenu, mais forcément quand on veut délivrer de l'information, il faut quand même à minima rentrer un peu dans le détail et là je pense que vous avez balayé largement l'intégralité des sujets tout en restant assez succinct sur les précisions pour ne pas noyer les personnes qui sont autour. Donc, un grand merci pour votre intervention. Il est 10h50. Moi, je vous propose de faire une petite pause. Alors, il y a
Madame Lydie Paul, Oui. qui souhaite poser une question, je vous en prie, allez-y. Bon, moi, je découvre un peu l'ensemble des informations qui m'ont été apportées ce matin. Moi, j'ai le côté production agricole également, avec HVE. Et je voulais savoir dans le bilan carbone, lorsque vous faites ce bilan carbone à la production des matières premières, enfin des fruits et légumes, si vous intégrez également l'impact, comment dire, les plantes absorbent du gaz carbonique, elles rejettent de l'oxygène, etc., etc. Est-ce que ça a été comptabilisé dans le score, enfin dans l'approche du calcul? Je ne sais pas trop comment poser ma question. Oui, non, mais oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire, effectivement. Tout l'intérêt, et c'est là que, en introduction, j'ai dit qu'effectivement, on dit que l'agroalimentaire, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi des leviers de réduction importants. En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que justement, de par ce que vous évoquez, donc ce phénomène de photosynthèse, les plantes, elles captent du carbone durant leur croissance, et plus longtemps on laissera ce carbone dans la biomasse, et ben, moins il y en aura du carbone dans l'atmosphère. Donc on a tout intérêt effectivement à stocker ce carbone issu des productions végétales dans les produits alimentaires, mais bon, on sait qu'un produit alimentaire, en général, il n'a pas une durée de vie très très longue, et aussi dans des matériaux biosourcés, donc à des usages et des durées de vie beaucoup plus longues, pour stocker au maximum. On a capté du carbone dans l'atmosphère et essayer de le capter le plus longtemps possible dans la matière. Tout l'enjeu est là, et bien évidemment, on prend en compte ce carbone biogénique dans nos évaluations. Et vous calculez également l'oxygène que la plante rejette ou pas? Alors, c'est mesuré ou pas, la qualité de l'air par rapport aux plantes on va évaluer la qualité de l'air à partir de l'émission de certains polluants aux différentes étapes du cycle de vie. On ne va pas forcément s'intéresser spécifiquement à l'oxygène. Et alors que c'est essentiel dans le cas de la qualité de l'air, l'oxygène. C'est un paramètre important, il me semble. Ce qui me paraît le plus important, c'est justement les polluants qui vont être intégrés à l'air, en fait, plus que l'oxygène. D'accord. C'est plus l'altération de l'air parce que la teneur en oxygène est globalement constante dans l'air, en fait. Ah oui, donc d'accord, c'est un rejet oxygène polluant. Ok. Madame Auberly, vous aviez une question également à poser à Fabrice. Oui, donc merci beaucoup pour votre présentation. Donc justement à propos de Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en 2 petites secondes? Oui, bien sûr. Oui, donc je suis Marion Berly, je travaille en tant que chef de projet dans le groupe SEB. Et donc on a des projets qui s'intéresseraient éventuellement à calculer l'impact environnemental de nos recettes, donc seulement sur la base d'ingrédients pour l'instant. Donc j'avais une question sur l'éco-score notamment, et puis les données de la base Agribalis, que j'ai lu récemment dans des articles, évidemment c'est critiqué, hein, et que ça pourrait promouvoir au contraire l'agriculture intensive. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus à nous partager. Alors, je pense que moi personnellement, je pense que je pense que ça va faire partie de l'objet de la présentation de Natacha, qui aura des choses assez précises par rapport à nous dire là-dessus. Et donc, je préfère effectivement, ça va faire doublon si je vous réponds maintenant sur cette partie-là. Donc, si Brigitte est d'accord, on diffère la réponse. Suite à l'intervention. Je pense qu'effectivement, la réponse sera apportée par Natacha tout à l'heure. Madame Auberly, si vous voulez patienter encore un petit peu, vous aurez la réponse à votre question dans quelques instants. Pas de problème, merci. Et il y a aussi Madame Gilbert d'Interbev qui a une question à poser. Madame Gilbert. Oui, pardon, je cherchais le micro. Bonjour, donc c'est Marie Gilbert, directrice d'Interbev Nouvelle-Aquitaine.
Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais effectivement, au niveau de donc Interbef, c'est l'interprofession bétail et viande. Voilà, donc qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit l'élevage, la mise en marché des animaux vivants, l'abattage, la transformation et la distribution. Et bon, je ne voudrais pas rentrer dans le débat tout de suite, hein, mais en tout cas, Interbev alerte aujourd'hui largement les parlementaires, mais aussi les acteurs techniques, comme quoi la méthode ACV ne rend pas forcément compte des externalités positives de l'élevage. Et si on compare aujourd'hui des animaux qui seront produits dans des feedlots américains, ils vont avoir une meilleure note au niveau de l'affichage environnemental que nos productions régionales notamment. Donc une vache va produire autant de méthane, hein, qu'elle soit dans un feedlot ou en élevage, quoiqu'en élevage, avec une alimentation à l'herbe, on va arriver avec un peu plus de pouvoir méthanogène. Mais au final, quand on va diviser au nombre de kilos produits, voilà, il y aura une production qui sera plus lente, plus longue dans une pâture, dans un pré. Donc au kilo fini, il va y avoir un chiffre plus important sur les animaux, voilà, avec un mode d'élevage qui est attendu par le consommateur. Alors qu'un animal qui va être importé d'un feedlot va avoir un affichage environnemental qui va être meilleur. Donc, ouais, voilà, donc il y a pas mal de travail aujourd'hui qui est fait là-dessus, et puis il est demandé de prendre en compte les externalités positives, type biodiversité, stockage carbone dans le sol, aussi le côté social, voilà, réussir à voir comment cette ACV, alors je ne sais pas, monsieur, si aujourd'hui vous savez comment toutes ces externalités peuvent être prises en compte ou vont être prises en compte dans l'ACV, dans le calcul, dans le mode de calcul. Si Brigitte est d'accord, je vais faire la même réponse que la précédente question. En fait, ça va être l'objet du débat de la présentation de Natacha, justement, avec Brigitte. On a pensé que ce serait intéressant de faire intervenir Natacha à cette matinée, parce que on savait qu'elle aurait un discours complémentaire à celui que je viens de vous faire.